Bonjour, alors moi je m'appelle Paul Alain, je suis berger salarié, donc j'ai pas de bêtes à moi, je prends des bêtes en garde sur l'estif du Giobernais depuis 4-5 ans, un peu plus longtemps sur d'autres montagnes, et je suis aussi botaniste en indépendant, voilà, pour des études flore-habitat et de la formation en botanique avec l'association Vieilles Racines et Jeunes Pousses. Et donc là, je vais parler de l'impact du pâturage sur la flore alpine, notamment avec l'exemple du Giobernais sur lequel on a beaucoup travaillé nous. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant parce que on ne fait pas souvent le pont entre la botanique et le monde pastoral et que voilà, je vous ai un peu expliqué les contraintes là devant les botanistes qu'on a en tant que berger, nous dans notre métier tous les jours et comment on essaye de se dépatouiller avec ça. Bonjour à tous. Moi, j'espère que vous avez bien dormi, assez ou pas assez, c'est pas grave. Ouais, je m'appelle Paul Alain. Moi, je suis botaniste passionné depuis 10 ans, un peu plus professionnel depuis quelques années, et berger d'alpage, salarié, donc j'ai pas de bête à moi. Et je vais vous parler de l'influence du pâturage au vin sur la flore alpine, et notamment le cas de l'estive du Giobernais où on a gardé 4 ans les 5 dernières années. Bon, je suis un peu impressionné, j'ai pas trop l'habitude de parler devant tant d'humains, donc on va faire comme si vous étiez des brebis et ça devrait bien aller, ok? Alors, je vais vous dire quelques mots sur l'influence du pâturage sur la flore de manière générale. Alors, il y a 3 facteurs clés. Le premier, ça va être l'abrutissement, donc les végétaux que les brebis prélèvent avec la dent. Le piétinement, vous voyez tout ce que c'est. Et l'eutrophisation, donc ça va être l'ajout de matière organique, notamment d'azote dans le sol. Donc la conséquence, ça va être de favoriser, sélectionner des espèces végétales et donc de modeler les conditions abiotiques du milieu. Topographie, biochimie, etc. Donc ça va être assez différent selon les espèces, vaches, brebis, chèvres hein, pour les principales, et aussi à l'intérieur des espèces pour les races. Donc la conséquence, ça va être des espaces fermés, boisés excusez-moi, buissonnants quoi, ou ouverts, ou au cas contraire carrément piétinés. Donc il y a des associations phytosociologiques qui ont été décrites dans ces cas extrêmes. Donc là, comme la photo, merde comme la photo en bas à droite là, du Rumition pseudalpini, où c'est Rumex alpinus et Veratrum album là, qui domine. Un autre principe de base qui est assez important pour moi, c'est ce que j'appelle le triptyque indissociable. C'est ça, homme, animal, environnement. Donc là, c'est berger, troupeau et habitat naturel. Et donc en fait, il faut bien comprendre que c'est vraiment un cercle qui est intimement relié. Surtout quand on a l'estive, mais c'est valable un peu dans toutes les exploitations agricoles. C'est-à-dire que un exemple très simple, un berger, il va faire un parc pour une journée de pâturage, ça va lui prendre une journée de travail. Il va laisser ses brebis 10 jours dedans, et ben les brebis au bout, elles auront plus rien à manger, donc ça va être mauvais pour elles. Et d'un autre côté, les habitats naturels vont être surpâturés. Donc là, le berger a tiré toute la couette sur lui. Si dans un autre sens, le berger il fait un parc pour 10 jours, mais il les laisse qu'une journée, les brebis elles vont se gaver, mais ça va être du sous-pâturage. Du coup, là, c'est les brebis qui ont tiré toute la couette sur elles. Autre chose, c'est la brebis, voilà, une tondeuse vivante. En fait, ce qui va être important de comprendre aussi, c'est le vecteur de matière organique dans l'espace. Donc souvent, la brebis, elle va prélever avec sa dent de la matière organique dans les espaces de collines, de montagnes, etc. Et va le ramener le soir au parc, là où ils vont ruminer, et c'est là qu'il va y avoir gros ajout de matière organique dans le parc, quoi. Donc on va parler un peu plus du Giobernais. Donc c'est localisé dans le parc des Écrins, dans les Hautes-Alpes. Donc on est vraiment en secteur cœur de parc. Le Val-Gaudemar, c'est une vallée qui rentre dans les Écrins par l'ouest. Hein. Donc c'est un peu là où il y a la brebis, là un tout petit peu plus haut. On est vraiment en fond de vallon du Val-Gaudemar. Fond de vallée. Donc là c'est une photo, on voit bien l'estive, elle est prise depuis un sommet chez les voisins en face. Donc on voit bien le vallon du Giobernais sur la droite. Sur la droite, là, le quartier, c'est notre premier quartier de Tirière, où on n'a pas d'eau du tout. Au fond, le quartier du Vaxivier, on va passer 3 semaines, donc là, beaucoup plus arrosé. Et là, le quartier du Lauzon, où on va passer presque un mois et demi.
et donc est beaucoup plus arrosé aussi. Au-dessus, vous avez les rouilles là, 3586 mètres, je crois, elles sont glaciers, et les bancs 3669, je crois. Donc là, la même chose, mais vu de haut, les 4 quartiers de pâturage. En rouge, c'est les cabanes, et en petit point rouge, c'est plutôt des abris sur lesquels on va passer une semaine. On est un peu en mode camping, quoi. On va parler un peu de la géologie du Val-Gaudemar, de ce fond de vallon. Donc souvent, quand on parle des écrins, les gens ils nous disent oui, c'est des roches silicieuses, c'est acide, et des fois après ils rajoutent ouais, c'est moins riche que sur calcaire. Oui, mais quand même, enfin, moi je me suis posé beaucoup de questions quand je suis arrivé en fait, parce qu'au niveau de la flore, je trouvais pas ça si tranché que ça en fait. Et donc, en fait, de manière générale, on a des migmatites. Ce qu'on appelle des migmatites, c'est des gneiss en fait qui ont refusionné, si j'ai bien compris, dans le manteau lors de la surrection des Alpes, et donc qu'on crée. En fait, c'est des gneiss, donc c'est des roches acides. Mais on a aussi des gneiss œillées ou pas œillées d'ailleurs, à amphibole, et donc ça, c'est des roches qui contiennent du calcium. Et donc ça a résolu pas mal de mes interrogations sur la flore, parce qu'en fait, on trouve des espèces basiphiles quand même. Là, il y a 2 ans, on a trouvé Myosotis minutiflora, par exemple, Daphne alpina, d'Anthony alpina. On a trouvé aussi de l'Androsa helvetica, qui n'est pas censé se retrouver sur Silice. Donc ça, c'est une détermination qu'on a fait avec Cédric Dantan pour l'Androsa helvetica, et qui sont sur des fions d'amphibole, du coup. Alors, comme on va parler un peu de botanique quand même. Donc quelques espèces un peu phares. Là, on peut citer la Woodsia alpina, donc une petite fougère là, des parois silicieuses. Après, on a le Cerastium uniflorum. Pareil, ça fait partie d'un groupe de petits cérestes alpins là. Le uniflorum, celui qui est en haut à gauche, il est assez concentré sur les écrins et sur les évêtes. Je pense qu'on a découvert autre part. Ça a été débouiné il n'y a pas très longtemps. Après, on a Potamogeton alpinus dans le lac du Lauzon. Donc là, c'est la seule station pour le 0,5. Donc on a quand même un peu une responsabilité sur cette espèce. Artemisia eriantha, on a 3 des 4 génépies là sur les styles. La violette de Thomas, l'Astragalus, l'Astragale d'Harvey Touré, donc qui a été décrite en 2020, qui est endémique écrin d'évoluer en gros. Et là, ce qui est intéressant sur les styles aussi, c'est qu'on a pas mal de populations en situation primaire. Donc souvent, on le trouve en situation secondaire près des torrents. Là, c'est en pied de falaise thermophile. Le lycopode alpin qui a été trouvé il y a 5 ou 6 ans maintenant par un garde du parc. C'était une belle trouvaille pour PACA, donc protection nationale. On est bien content, on a trouvé pas mal de stations depuis. Le Raponticum scariosum, pareil, protection nationale. Donc ça, celui-là, il aime pas du tout le pâturage. Je l'ai toujours vu que dans des endroits où les brebis pouvaient pas aller. Aquilegia alpina, protection nationale. Gallium tendae, le gaillet de Tende, pareil, qui est bourré des écrins en fait. Le Cerastium pedoculatum, le Dracocéphale de Ruich, qui est un petit peu présent, et Coincia richeri, qui est partout dans les écrins, mais qui est une endémique ouest alpine, donc c'est quand même sympa à noter. Sur l'estive, on a une quinzaine de plantes protégées, dont 9 qui sont protégées nationales quand même. On va parler un peu des habitats. Je vais commencer par celui qui souffre le moins sur lequel on a le moins de problématiques de gestion, quoi. Donc les parois silicieuses et Androsas argentées. Les brebis n'ont pas encore de cordes pour aller manger les Androsas qui poussent dans les parois. Donc habitat communautaire. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'Androsation vandeli, en fait, il est assez bien réparti dans les Alpes et les Pyrénées, mais l'Androsas vandeli en elle-même beaucoup moins. Donc là, on l'a, c'est cool. On a encore trouvé pas mal de stations. Androsas delphinensis, Androsas helvetica, donc tous les 3 protections nationales. La prime verte du Val-Gaudemar, Primula vallis gaudemarica, qui a été décrite là tout récemment, c'est sorti il y a quelques semaines, c'est confirmé. Donc en fait, c'est un hybride entre la prime verte hirsute et la prime verte du Piémont. Et c'est la première endémique stricte pour les écrins, du coup, donc Champagne un peu. Et il y en a bourré, c'est plein le fond du Valgo. L'érythrichelin, enfin voilà. Les landines subalpines à Genévrier, donc à Ladret, et à rhododendron à Lubac. Donc c'est des habitats communautaires Natura 2000 sur lesquels, voilà, là pour le coup, on va essayer d'avoir un peu plus de gestion parce que c'est des habitats sur lesquels en ressources fourragères c'est
très pauvre. Les brebis ils passent assez vite. Sur sa vicariante à Ladret, on n'a pas trop de plantes patrimoniales. À Lubac, c'est là qu'on a les lycopodes, donc l'alpin, et il y a aussi le Spinulum anodinum qui est en protection régionale quand même. Dans tous les cas, on a quand même on a assez de mal à l'impacter avec les brebis, mais on va essayer de le faire manger au maximum, quoi. Les pelouses de combat-neige, les pelouses et combat-neige acidiphiles de haute altitude, je les ai réunies dans cette diapo. Donc encore un habitat communautaire. Là c'est l'inverse, c'est des pelouses qui vont être très très appétantes là-haut. Et donc il y a vraiment un enjeu au niveau de la garde, parce qu'en fait les brebis, si on les laisse faire toutes seules, elles vont monter tout de suite là-haut, parce que c'est des petits bonbons pour elles, tout ça. Et en fait elles pourraient y passer tout l'été, quasiment rien que sur ces pelouses. Nous, au Géobernais, on a la chance d'avoir de belles surfaces quand même de pelouses alpines. Donc on en est encore en bon état. Il y a des estives où c'est un peu le contraire, il y a plus d'espace en bas et moins haut, et là, des fois, c'est quasiment toutes les pelouses alpines qui sont surpâturées. Donc ça, c'est quand même un problème. On a aussi beaucoup de zones humides, donc à part un quartier, comme j'ai dit. Après, c'est vraiment une caractéristique de l'estive, c'est qu'elle est très très humide. Donc on a plein de milieux différents, voilà, lacs, bas marais, sources, suintements, etc. Ça fait déjà 10 minutes. Là, je vais tracer un peu. Voilà, donc on va parler un peu plus de gestion pastorale. Donc il faut comprendre que, en gros, le dernier loup abattu en France, c'est 1934, je crois. Mais depuis 1900, quasiment, il y a quasiment plus de loups. Et donc la gestion pastorale en France, c'est de laisser les brebis là-haut un peu tranquilles et d'aller les voir de temps en temps. Donc c'est caractérisé sur notre estive notamment par pas de grands prédateurs, 1500 brebis préalpes qui sont gardées à la rage, donc ça c'est l'expression pour dire qu'en gros on les envoie là-haut et puis elles se démerdent. Pas de parc de nuit, du coup, donc elles couchent là-haut sur les pelouses alpines, 1600 hectares de pâturage, 4 quartiers dont 3 d'altitude, donc là à l'époque elles étaient pâturées en même temps, on envoyait un groupe de brebis là-haut, un groupe de brebis là-haut, et puis on allait les voir de temps en temps. Enfin c'est pas nous on n'a jamais fait ça. Une cabane centrale et un berger ou une bergère. Donc ça induit des déséquilibres, un peu comme je disais, on a des pelouses alpines qui sont hypertrophes, donc des habitats qui sont dégradés, et en bas on a des faciès qui sont subalpins, donc qui s'embroussaillent, et encore nous ça va, c'est de la landine, il y a beaucoup d'estives où carrément après c'est le retour des bois. Donc puis le retour du loup, donc voilà, dans les années 90, qui implique un changement de gestion. Chez nous, c'est arrivé en 2019. Il a mis un peu de temps à arriver dans le Val-Gaudemar, le loup. Et en fait, sur notre estive, en 2019, il a fait dérocher 80 brebis. Là, les éleveurs se sont dit, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, on a changé de mode de gestion, donc présence d'un grand prédateur. Le troupeau a été diminué d'un tiers. C'est parce qu'en fait, on les garde en troupe, c'est-à-dire que le berger est présent 100% du temps avec les brebis, avec des rassemblements nocturnes en parc de nuit à côté des cabanes. Donc, en fait, pourquoi on a diminué le troupeau? C'est pour des questions d'accès. Il y avait des endroits où 1500 brebis, ça passait pas. On ne pouvait pas les faire passer en même temps. 1600 hectares de pâturage, 4 quartiers, et donc ils sont du coup pâturés les uns après les autres. Donc, question logistique, il faut des cabanes là-haut, parce que 2 heures de marche tous les matins et tous les soirs, c'est pas possible. Et 2 bergers et bergères, de plus en plus, financés par le plan loup. Et ça, avec ces modes de garde, c'est vraiment un plus et c'est quasiment indispensable, parce que sinon, on en connaît qui le font, hein, mais c'est des guerriers pour être tout seul. Des chiens de protection, avec les problématiques que ça implique. Je n'en parlerai pas, j'ai pas trop le temps. Alors, quelles implications pour les biotopes? La première qu'on voit tout de suite quand on arrive sur des estives, ça va être le parc de nuit ou le parc de chaume. Donc chômer, c'est des brebis qui digèrent, hein. Elles font ça la journée quand il fait chaud, enfin qui digèrent, qui ruminent plutôt, comme c'est le cas sur la photo là, en haut à droite. Donc ça va être gros apport de matière organique, c'est un impact qui est quand même assez important. Après, quand on regarde sur la totalité de l'estive, en termes de surface, c'est pas énorme, mais quand on arrive, on voit une cabane, on voit des parcs de nuit, on a l'impression que c'est gros, ça tape un peu. Et du coup, là, on est dans une phase, on a été obligé de faire des parcs de nuit en bas à côté des cabanes, et dans le même temps, là-haut, sur les pelouses alpines, c'est toujours dégradé, donc on est un peu dans la période de transition qui va durer quand même longtemps, hein, parce que pour que les pelouses alpines
de là-haut, elle se régénère, ça va prendre quelques, je sais pas, 50, 100 ans, 200 ans, j'en sais rien. Une pression de pâturage plus forte à un instant T, donc il faut comprendre qu'avant les brebis, elles étaient toutes éclatées sur quasiment la totalité de l'estive. Là, on en a presque 1 millier. Des fois, pour les guider, il faut mettre un peu des coups de chien, il faut qu'on passe dans des secteurs qui se rétrécissent. Donc, il y a des moments où on a quand même des impacts qui n'étaient pas forcément présents avant sur des passages un peu précis, quoi. Les passages répétés autour des cabanes, forcément on fait des circuits, donc on part de la cabane le matin, on revient le soir, donc forcément ça implique des surpâturages autour des cabanes. C'est pour ça qu'une cabane, pendant 4 mois on fait ça, vous pouvez être sûr que le tour de la cabane il sera ravagé. Déjà si on met 4 cabanes, et ben, ça dilue et c'est déjà un peu mieux. En fait, plus on fait de cabanes, plus ça dilue ces perturbations autour des cabanes. L'abreuvement du troupeau et le surpâturage autour des points d'eau, on va en reparler, mais ça peut être une problématique, hein, surtout sur les estives sèches. Et quand même des bons points, parce que bon, il y a des bons points et de taille, c'est la mesure, la gestion spatio-temporelle du pâturage. En fait, on va avoir tout simplement une maîtrise de ce qu'on fait avec les brebis qu'avant on n'avait pas. Donc maintenant qu'on a cette maîtrise qui est relative parce qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, voilà, il y a les biais du troupeau, etc. On peut se fixer des objectifs, par exemple réouverture ou maintien des milieux, et soulagement des zones sensibles comme les pelouses alpines ou les zones humides. Alors la conduite du troupeau en zone humide, on va faire un petit zoom sur les zones humides, si ça vous dit. Alors le risque c'est toujours un peu le même, hein, de toute manière, ça va être du piétinement, donc apparition de sol nu, destruction de l'habitat, ou alors eutrophisation, quoi. Si on a des rassemblements, stagnation du troupeau. Donc eutrophisation, là la photo ça le montre bien, c'est juste au-dessus du lac du Lauzon et en gros c'est une ancienne couchade où il y avait une quinzaine de brebis qui faisaient dormir et donc ces 15 brebis là elles tirent tout le troupeau pour venir là, mais sauf que maintenant elles sont plus 15, elles sont 1000. Donc moi mon job c'est que quand j'arrive là je sais qu'elles sont là et il faut que je les déloge tout de suite parce que sinon elles vont passer l'après-midi, la soirée là et nutriments dans le lac bleu et assez rapidement il sera plus si bleu que ça. Donc un point positif qu'on a, c'est que la brebis n'aime pas l'eau. J'avais pris cette photo, je suis arrivé 2 minutes en retard, mais c'est marrant parce que les brebis ont vraiment contourné la zone humide dans un premier temps. Là, c'est le Deriophleurus angustifolium, on voit que les pompons ils sont en bon état. Et donc là, elles vont à la chaume juste à côté. Est-ce que c'est parce qu'elles savent que ça leur fait pas du bien? Je ne sais pas, mais en tout cas. Ensuite, s'il n'y a plus d'herbe autour, elles vont venir manger l'herbe des zones humides, mais à la base, elles aiment quand même pas trop y mettre les pieds. Donc une conduite à adopter, c'est la non-stagnation. Là, on a une photo du troupeau qui suit son biais le long du lac du Lauzon. Donc ça, c'est le lac du Lauzon. Et là, le Potamogeton alpinus, il est juste là. Donc là, le principe, c'est qu'on va les laisser continuer comme ça. Et par contre, une deuxième chose, c'est que la consommation de la ressource, elle est quand même pas mauvaise. Et donc là, on a un secteur de pâturage sur lequel on va faire bien attention. On va faire peut-être deux sessions de 2 heures de pâturage au-dessus du lac. Et ensuite, on n'y retournera plus. Donc, un élément clé à surveiller, c'est l'abreuvement, notamment pour les estives sèches sur lesquelles il y a un seul point d'eau. Forcément, 1000 brebis qui arrivent sur un point d'eau et qui sont assoiffées, parce que ça fait 3 jours qu'elles n'ont pas vu. Une brebis, 3 jours, c'est ok, ça peut tenir jusqu'à 3 jours, il ne faut pas trop pousser plus. Elles boivent un peu de rosée le matin, mais au bout de 3 jours, elles vont quand même survivre sur la zone humide. Donc voilà, donc ça c'est sur tirière et on voit que les zones humides, bon je pense que c'est le même cas pour la faune, tout le monde vient s'abreuver ça là parce que c'est le seul point, il n'y a pas de végétation. Et par contre sur les autres secteurs du Lauzon, etc., on a des zones humides partout, donc des torrents, les brebis passent, c'est pas de problème. Donc quel levier on peut imaginer pour gérer un petit peu et puis pallier à ces problèmes qu'il peut y avoir de gestion et d'impact? Ça va être le placement des cabanes. Pour ça, il faut bien réfléchir au placement des cabanes à l'avance. Et là, c'est en train de se faire. On est en train d'équiper toutes les estives petit à petit parce que ça coûte cher. Et donc pour ça, on a des cabanes héliportées là, qui font 5 mètres pour l'instant. Et des cabanes fixes. Là, c'est la cabane du Lauzon. Elle a été construite il y a 2 ans. Donc on a travaillé un peu avec le parc pour savoir où la mettre. Là, elle est pas mal placée parce qu'il y a un torrent qui passe juste derrière. Et un torrent, c'est une zone humide qui n'est pas du tout sensible parce que c'est des cailloux. Du coup, c'est une très bonne manière de faire boire les brebis sans impacter des milieux sensibles que peuvent être les diverses zones humides, quoi. La formation des bergers, je pense que si dans les jeunes bergers, il y a pas mal de naturalistes et il y a des jeunes qui peuvent être super motivés, je pense.
Donc s'il y a des botanistes et un peu des gestionnaires de milieu qui pouvaient pointer leur nez dans les formations de bergers, je pense que ce serait que bénéfique. Un deuxième berger, parce que quand on est rincé, on va pas forcément faire gaffe à éviter la zone humide ou machin. Tout seul, ça peut être vraiment éreintant, hein. Des abreuvoirs sur des zones humides, par exemple, s'il y a un lac sur l'estive, et ben, mettre un système de tuyaux avec des abreuvoirs dans le parc de nuit, ça limite les impacts. Voilà. Parc de protection. Et le dernier que j'ai pas mis et que je voulais quand même citer, c'est par exemple, si excusez-moi, si on change de gestion, qu'on va faire des parcs de nuit à un endroit, si des botanistes ou des gens du parc pouvaient venir faire des inventaires et aiguiller les bergers, voilà, avoir un peu plus d'interaction entre le monde naturaliste et le monde des éleveurs, ce serait que bénéfique. Et je pense que là, ce serait vraiment un levier, parce que c'est des gros impacts qu'on a, quoi. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé. Oui, c'est bon. En tout cas, merci Polo pour cette présentation qui était très intéressante et passionnante et qui, je pense, je l'ai longuement décrit les copains, mais ça permet de voir un peu toi ce que tu vis compléter. Parce que quand on en parlait hier, je trouve qu'il y a un côté isolement assez prononcé quand tu es là-haut dans ces alpages. Tu parlais des pelouses alpines. En l'absence de pâturage, je pense que c'est deux questions liées, j'en ai deux. Les pelouses alpines, est-ce qu'elles ont tendance, en l'absence de réduction de pâturage ou l'absence totale de pâturage, est-ce qu'elles ont tendance à tendre vers les landines? Première question. Et tu parlais d'eutrophisation de ces pelouses. Quels sont les axes d'amélioration justement pour limiter l'eutrophisation? Tu as parlé de temporalité qui n'est pas totalement maîtrisable, mais quels sont les axes justement pour limiter l'anthropisation et la fertilisation de ces pelouses d'altitude? Déjà, ces pelouses alpines au-dessus de 2200 mètres d'altitude, non, même plutôt 2500 mètres d'altitude, c'est des climax, hein, donc même si on ne met pas de brebis, elles ne s'embroussailleront pas. Donc à la limite, ces pelouses alpines, même si on n'y mettrait pas de brebis, vraiment celles qui sont en haut, hein, elles n'en souffriraient pas, elles ne se refermeraient pas. Après, c'est une grosse perte, c'est un gros manque à gagner pour les brebis parce que c'est ces pelouses qui sont hyper riches et qui vont faire prendre le gras d'agneau. En fait, c'est hyper intéressant d'un point de vue pastoral. Et après, au niveau d'éviter les impacts sur l'eutrophisation, et ben en fait, c'est ce qu'on fait de éviter ne plus les laisser coucher là-haut et nous ramener ces couchades en bas près des cabanes. Et ben déjà, on évite quasiment les 3/4 de l'eutrophisation de ces pelouses. Et après, c'est de la gestion du berger. Maintenant qu'on est sur place, on sait que voilà, on fait un tour, on les laisse pâturer 2 heures sur les pelouses. Allez hop, tac, c'est fini les filles, et puis on les fait redescendre. Elles profitent et puis ça les remotive à manger du plus grossier, de la fétuque paniculée, etc. en redescendant. Oui, donc bonjour et merci pour ta présentation. Tu n'as pas parlé beaucoup des interactions avec la faune sauvage, enfin, notamment les autres herbivores. Alors c'est vrai qu'on peut voir le côté négatif, compétition, notamment sur les parties hautes. J'imagine que c'est là que stagnent les bouquetins et les chamois. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup de secteurs, mais il y a peut-être aussi des interactions positives. Je pense notamment aux reposoirs à bétail. Tu vois quelque chose plutôt négatif par rapport à ces reposoirs à bétail, mais avant que les brebis arrivent, il y a peut-être aussi des bouquetins et des chamois, je suis pyrénéen, des chamois qui viennent plus particulièrement sur ces zones parce qu'elles sont riches en azote, notamment au printemps où il n'y a pas encore toute la flore d'altitude. Voilà, c'est un peu vaste, mais si tu peux nous en dire plus. Ouais, carrément, c'est quand même un habitat à part entière, hein, qui fait partie de la montagne. Les ongulés sauvages, il y a bien des moments où ils se reposaient et puis où ils créaient ce genre d'habitat. Je sais que par exemple les drailles, donc ce qu'on appelle les drailles, c'est les chemins des brebis là qu'elles font à force de passer au même endroit. Je sais qu'il y a une espèce de criquet par exemple qui est inféodé à ce genre de milieu. Pareil sur certaines drailles, dans des milieux comme type de landine, ça va être des endroits où des bartavelles peuvent nicher. Enfin, ouais, il n'y a pas que des interactions négatives. Je pense que non, la brebis, en fait, c'est juste une poursuite de l'action des ongulés sauvages sur ces milieux avant que les brebis arrivent. Donc, il y a aussi des interactions positives. C'est sûr, hein. Bonjour, merci pour cet exposé. Je voulais savoir un petit peu si on savait le nombre, le pourcentage
de troupeaux aussi bien menés que ça. Non, parce que quand je me balade dans les Pyrénées, j'ai pas l'impression de voir ça. Voilà. Eh ben, j'en ai absolument aucune idée. Je sais que j'ai pas mal de collègues qui sont jeunes et qui sont quand même dans ces approches-là. Bon, après, vous savez, il y a cet effet cercle qui fait qu'on côtoie les gens qu'on côtoie, quoi. Mais, et dans les Pyrénées, c'est encore un peu différent parce que il y a beaucoup moins eu le retour du loup, donc il y a beaucoup moins cette problématique de prédation, même s'il y a des endroits où il y a l'ours. Et donc, il n'y a pas ces... En fait, là-bas, ils appellent ça la garde à l'escabotte, par chez toi, je ne sais pas si tu connais le terme, mais c'est la garde à la rage. Beaucoup plus de brebis qui sont laissés libres, et donc il y a moins, à ma connaissance, ce genre de gestion dans les Pyrénées, effectivement. Merci Paul pour ta présentation. C'est vrai que le pâturage, c'est vraiment un axe de gestion, c'est peut-être l'axe de gestion principal finalement des milieux naturels. Et je me posais la question de comment ça se profile une formation pour devenir berger. C'est beaucoup... En fait, ça dépend, tu as deux axes. Soit c'est sur le tas, nous on a appris sur le tas, on a pris un contrat où ils prenaient des débutants, quoi, et puis avec des copains on s'est formés. Mais tu as quand même des écoles de bergers, donc tu as l'école du Merle qui est très connue, qui est à Saint-Martin-de-Crau, Arles, Saint-Martin-de-Crau, un des deux. Tu as une école dans les Pyrénées, il y a une école de Vacher en Savoie, et là il y a une école de bergers qui a l'étude peut-être dans le Massif central pour les bergers du Massif central. Donc il y a des écoles, il y a des bergers qui sortent des écoles quand même. Il y a moyen d'intervenir là. Et il y a des syndicats aussi, des syndicats pastoraux qui existent pour à peu près tous les départements. Et là, je pense que ça vaut le coup, grave, peut-être encore plus que dans les formations, d'intervenir auprès de ces syndicats pastoraux-là et de leur faire un peu de botanique. Je pense qu'ils sont demandeurs en plus. Donc, Merci. Merci beaucoup. Merci.